Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre journal sur Radio Afrique Unie. À la présentation, je suis Keza Deborah. Au sommaire de ce radio-journal, Afrique, santé, gouvernance et sécurité au cœur de l'actualité. La République démocratique du Congo intensifie sa riposte contre Ebola, tandis que le Burundi se prépare à accueillir le dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité de l'Union africaine. En Guinée, l'armée réaffirme son soutien à Mamadi Doumbouya, alors qu'en Ouganda, l'état de santé de Kizza Besigye continue d'inquiéter ses partisans. Afrique et monde, migration et tensions géopolitiques. Les États-Unis durcissent leur politique de visa pour plusieurs pays, dont 30 États africains. Parallèlement, les tensions s'intensifient autour du détroit d'Ormuz entre l'Iran et les États-Unis, tandis que la guerre entre la Russie et l'Ukraine continue de faire de nombreuses victimes parmi les enfants. Sport et mémoire, le football mondial en débat, Hiroshima commémoré. La FIFA fait face à une vive controverse après l'abandon de son projet d'ouvrir les droits commerciaux de la Coupe du Monde à des investisseurs privés. Enfin, le monde commémore ce 6 août le bombardement atomique d'Hiroshima avec de nouveaux appels en faveur du désarmement nucléaire. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Les détails, c'est dans quelques instants. En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola reste au cœur de l'actualité. Les autorités sanitaires ont renforcé les mesures de surveillance après l'interception et l'isolement d'une embarcation transportant des personnes présentant des symptômes suspects sur le fleuve Congo à une 60aine de kilomètres de Kinshasa. Cette intervention vise à empêcher toute propagation de virus vers la capitale où vivent plus de 17 millions d'habitants. Face à cette urgence sanitaire, le gouvernement congolais, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé OMS et d'Africa CDC, a adopté une nouvelle stratégie de riposte fondée sur le renforcement du dépistage, de la surveillance épidémiologique, de la vaccination ciblée et de la prise en charge rapide des cas. En parallèle, les États-Unis ont annoncé une aide supplémentaire de 242 millions de dollars destinée à soutenir les opérations de lutte contre Ebola, notamment l'achat de matériel médical, le renforcement des laboratoires, la formation des équipes de santé et la priorité des communautés les plus exposées. Au Burundi, le pays accueillera du 10 au 12 août 2026 à Bujumbura la 5e édition du dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité, une initiative portée par le président burundais Evariste Ndayishimiye, champion de l'Union africaine pour l'agenda jeunesse, paix et sécurité. L'événement réunira des chefs d'État, des représentants de l'Union africaine, des Nations unies, des communautés économiques régionales, de la société civile, du secteur privé ainsi que des centaines de jeunes leaders venus de tout le continent. Cette 5e édition vise à renforcer la participation des jeunes à la prévention des conflits, à la consolidation de la paix et à la gouvernance en Afrique. Les discussions porteront notamment sur l'autonomisation économique des jeunes, leur implication dans le processus de décision, le rôle des femmes dans la paix et la sécurité ainsi que les recommandations élaborées lors des consultations continentales tenues en juillet à Addis Abeba. Les conclusions de ce dialogue devraient déboucher sur une feuille de route destinée à orienter les politiques de l'Union africaine en matière de jeunesse, de paix et de sécurité. Les États-Unis durcissent encore leur politique migratoire. Depuis le 3 août, l'administration américaine a rendu permanent un programme qui permet d'exiger une caution financière de certains demandeurs de visas touristiques ou d'affaires. 50 pays sont concernés, dont 30 en Afrique, faisant du continent africain le plus touché par cette mesure.
Washington affirme vouloir lutter contre les dépassements des séjours, mais cette décision suscite déjà des vives critiques. Les détails dans ce billet de Natija Adabi. C'est un nouveau tour de vie dans la politique migratoire américaine. Depuis le 3 août, les autorités américaines peuvent désormais exiger de certains demandeurs de visa de courte durée le versement d'une caution financière avant la délivrance de leur visa. Cette mesure, qui existait déjà à titre expérimental, devient désormais permanente. Elle concerne les visas de tourisme et d'affaires appelés visas B1, B2. La caution pourra varier entre 5 000 et 20 000 $ selon l'évaluation réalisée par les autorités consulaires américaines. Au total, 50 pays sont concernés par ce dispositif, dont 30 pays africains. L'Afrique est ainsi le continent le plus touché par cette nouvelle politique. Toutefois, cette caution ne sera pas demandée à tous les voyageurs. La décision sera prise au cas par cas. Les consulats américains évalueront notamment le profil du demandeur, ses attaches dans son pays d'origine, son historique de voyage ainsi que le risque qu'il dépasse la durée autorisée de son séjour aux États-Unis. Les autorités américaines précisent que cette somme sera intégralement remboursée au voyageur s'il respecte les conditions de son visa et quitte le territoire américain dans les délais prévus. En revanche, cette mesure ne s'applique pas aux autres catégories de visas. Les étudiants, les travailleurs qualifiés, les bénéficiaires de visas d'immigration ou encore les diplomates ne sont pas concernés. Pour Washington, cette politique vise avant tout à réduire les séjours irréguliers. Les autorités américaines estiment que les dépassements de visas représentent une part importante de l'immigration en situation irrégulière et souhaitent renforcer les garanties offertes par certains voyageurs. Mais cette décision est loin de faire l'unanimité. Plusieurs organisations de défense des droits des migrants dénoncent une mesure qu'elles jugent discriminatoire. Elles estiment que l'obligation de mobiliser jusqu'à 20 000 $ constitue un obstacle financier considérable, notamment pour de nombreux ressortissants africains. Selon ces organisations, cette politique risque d'accentuer les inégalités d'accès aux États-Unis et de pénaliser des voyageurs qui souhaitent simplement effectuer un séjour temporaire pour le tourisme, les affaires ou des visites familiales. Pour les observateurs, cette décision s'inscrit dans une stratégie plus large de durcissement des contrôles migratoires américains. Reste désormais à savoir quel sera son impact réel sur les demandes de visa en provenance des pays africains. La Belgique a renforcé ses conditions de transit aéroportuaire par les ressortissants burundais. Depuis le 1er août 2026, les détenteurs d'un passeport burundais doivent obligatoirement obtenir un visa de transit aéroportuaire visa A pour faire escale dans un aéroport belge, même sans quitter la zone internationale de l'aéroport. Cette mesure s'applique à tous les Burundais, quel que soit leur pays de résidence. Le visa de transit permet uniquement de passer par la zone internationale d'un aéroport belge avant de poursuivre son voyage vers un pays hors de l'espace Schengen. Il ne donne pas le droit d'entrer sur le territoire belge. Les autorités belges invitent les voyageurs concernés à introduire leur demande de visa avant leur départ afin d'éviter tout refus d'embarquement ou de transit. En Guinée, l'armée continue d'afficher son soutien au président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Lors d'une récente réunion avec la hiérarchie militaire, les principaux responsables des forces armées ont réaffirmé leur loyauté envers le chef de l'État et appelé les soldats à rester unis et disciplinés. Cette démonstration intervient dans un contexte marqué par des rumeurs de tensions internes et des interrogations sur la stabilité du pouvoir. Les autorités militaires assurent que l'armée reste pleinement mobilisée derrière le président Doumbouya pour garantir la sécurité du pays et poursuivre la transition engagée depuis le coup d'État de septembre 2021. Cette prise de position intervient également alors que la Guinée est sous pression de ses partenaires régionaux et internationaux pour accéder le retour à l'ordre constitutionnel et l'organisation des prochaines élections. Et l'armée soudanaise a déclaré avoir mis en échec une offensive des forces de soutien rapide FCR dans l'état du Darfour de l'Ouest, selon un communiqué publié mercredi 5 août.
Les affrontements se sont déroulés dans les environs d'El Geneina, chef-lieu de la province, où les combats se poursuivent depuis plusieurs semaines. D'après les autorités militaires, les combats ont touché plusieurs localités de la région. L'armée affirme avoir repoussé les assaillants après des violents échanges de tirs, sans fournir de bilan précis des pertes enregistrées. Le commandement soudanais indique par ailleurs qu'un haut responsable militaire des FCR qui dirigeait les opérations dans cette partie du Darfour a été tué au cours des affrontements. Cette version des faits n'a pas été confirmée par les forces de soutien rapide. En Ouganda, l'opposant historique Kizza Besigye reste hospitalisé en soins intensifs, alimentant les inquiétudes de ses partisans quant à son état de santé et aux conditions de sa détention. Toujours en Ouganda, une statue de Jonathan Netanyahu, frère de l'actuel premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a été inaugurée devant l'aéroport international d'Entebbe en hommage au commandant tué lors du célèbre raid israélien de 1976. Enfin, en Espagne, l'esclavage des Ceuta continue de mettre en lumière les défis migratoires entre l'Europe et le Maroc, alors que les tentatives de franchissement de la frontière se poursuivent dans un contexte de coopération sécuritaire renforcée entre Rabat et Madrid. Au Sénégal, 3 chroniqueurs proches du parti au pouvoir, le PASTEF, ont été condamnés mercredi à des peines de prison ferme par le tribunal de Dakar. Ils ont été reconnus coupables d'offense au chef de l'État et de diffusion des propos contraires aux bonnes mœurs. Les poursuites font suite à la diffusion d'une vidéo dans laquelle les 3 hommes appelaient au malheur et à la mort de celui qui a trahi le projet du PASTEF. Selon les autorités judiciaires, ces propos visaient le président Bassirou Diomaye Faye. Cette affaire intervient dans un contexte de tensions politiques au Sénégal. La condamnation relance le débat sur les limites de la liberté d'expression et la responsabilité des acteurs médiatiques dans le débat public. En international, parlons des droits des enfants au Moyen-Orient. Les tensions restent très vives autour du détroit d'Ormuz, alors que l'Iran et Oman poursuivent des discussions sur une possible réouverture de cette voie maritime stratégique. Les États-Unis ont averti qu'ils pourraient recourir à la force si la liberté de navigation n'était pas rétablie. Cette escalade intervient après une nouvelle série d'attaques. L'Iran menace désormais de frapper les infrastructures énergétiques et les bases américaines dans le pays du Golfe en cas de nouvelles frappes américaines sur son territoire. Washington maintient de son côté une forte pression militaire, faisant craindre une nouvelle flambée des tensions dans une région par où transite près de 20% du pétrole mondial. Les violences se poursuivent entre la Russie et l'Ukraine avec un lourd bilan pour les enfants. Selon un communiqué de l'UNICEF, au cours de la dernière semaine, au moins 9 enfants ont été tués et 19 autres blessés dans des attaques menées de part et d'autre de la frontière. En Russie, plusieurs enfants figurent parmi les victimes des frappes des drones, tandis qu'en Ukraine, des bombardements ont notamment coûté la vie à plusieurs enfants et à des familles entières. Les organisations humanitaires appellent à mettre fin aux attaques qui touchent les civils, en particulier les enfants. Ces actes doivent s'arrêter, conclut la déclaration de l'UNICEF. En sport, le football mondial traverse une crise autour des investissements privés. La FIFA a renoncé à son projet de vendre jusqu'à 20% des droits commerciaux de la Coupe du Monde à des investisseurs privés après une vive opposition de l'UEFA et de plusieurs confédérations. Les détracteurs dénoncent un manque de transparence et craignent une marchandisation excessive du football, estimant que les intérêts financiers pourraient prendre les pas sur les valeurs sportives. Face à la polémique, la FIFA a reconnu des erreurs dans la gestion du dossier et a annoncé une révision de sa gouvernance.
Et ce jeudi 6 août est marqué par la journée d'Hiroshima, une commémoration internationale en mémoire des victimes du premier bombardement atomique de l'histoire survenu le 6 août 1945 au Japon. À Hiroshima, des milliers de personnes se sont réunies pour le 81e anniversaire de la tragédie. À cette occasion, les Nations Unies et plusieurs dirigeants ont renouvelé leurs appels en faveur du désarmement nucléaire et d'un monde sans armes atomiques dans un contexte de fortes tensions internationales. Et voilà, c'est tout pour ce radio-journal. Mais l'actualité continue sur les plateformes Facebook, X, YouTube, Aouba Français. Au revoir.